Depuis plus de 60 ans, le produit intérieur brut est l'agrégat principal de notre comptabilité publique. Nos budgets, notre dette, notre déficit, notre balance commerciale ou encore nos engagements européens, tous sont calculés en fonction du produit intérieur brut. Cet indicateur est évidemment essentiel. Il permet de mesurer les richesses produites sur un territoire donné au cours d'un exercice annuel. À ce titre, il comporte des informations relatives à la croissance, à l'activité, aux revenus, aux impôts aussi ou encore aux bénéfices des entreprises. Mais le produit intérieur brut n'est pas un indicateur exhaustif. Il ne nous dit pas grand-chose de la qualité de cette croissance ni de l'impact social et environnemental de nos activités. Rappelons d'abord que la mesure du produit intérieur brut est indifférente à la répartition des richesses elles-mêmes. Sous l'effet d'un accroissement des inégalités, le PIB ou le revenu moyen d'une population peuvent augmenter alors que dans le même temps, la situation de la majorité de cette population peut se dégrader. Selon une récente étude de l'INSEE, c'est précisément cela qui s'est produit en France au cours de l'année 2013. Ensuite, le produit intérieur brut est un indicateur de flux qui ne prend pas en compte certaines externalités négatives. Le déclenchement d'un conflit armé ou d'une catastrophe naturelle, par exemple, généreront de l'activité et de la richesse, dans le premier cas par le biais de mesures de réparation, dans le second cas par la relance d'une activité d'armement, alors que l'impact de ces événements sur le pays serait néfaste. En outre, le produit intérieur brut est un indicateur quantitatif et de court terme, qui ne prend pas en compte la dégradation de ce qu'on pourrait appeler notre capital naturel et de nos ressources. Enfin, le produit intérieur brut fait totalement abstraction des activités non monétaires. Il occulte la question de la qualité de vie et du bien-être qui peuvent être améliorés par une économie informelle, des services domestiques ou un dynamisme associatif. La crise économique et financière de 2008 a remis à l'ordre du jour la question de la finalité de la croissance. Ce faisant, elle a permis d'exposer les limites d'une définition des politiques publiques circonscrites au produit intérieur brut et aux mesures de production. En somme, cette crise a rappelé l'impérieuse nécessité de compléter le PIB par d'autres indicateurs permettant d'avoir une vision plus juste de notre société, comme l'a rappelé notre rapporteur Eva Sas. C'est précisément à ce besoin que doit répondre la présente proposition de loi. En garantissant une meilleure prise en compte du legs social, environnemental et productif de notre activité, c'est l'ensemble de nos politiques qui se trouveront améliorées, ce qui nous permettra de viser plus efficacement une croissance de qualité. En outre, l'introduction de nouveaux indicateurs de richesse permettra à chaque temps de l'élaboration de ces politiques publiques, c'est-à-dire de la prospective jusqu'au contrôle ou l'évaluation, d'enrichir notre grille d'analyse pour mieux définir notre action. Depuis toujours, les écologistes et bien évidemment les députés écologistes n'ont cessé de rappeler l'importance de l'évaluation des politiques publiques. En la matière, l'introduction de nouveaux indicateurs de richesse contribuera à renforcer la légitimité et la pertinence de cette évaluation ici au Parlement et il convient bien évidemment de nous en féliciter. Améliorer nos politiques publiques, mieux prendre en compte leur portée sociale et environnementale, mesurer leurs impacts à moyen et long terme, intégrer des exigences de solidarité et de soutenabilité, tels sont les principaux objectifs de cette proposition de loi qui a recueilli au gré de discussions nourries et engagées l'assentiment de l'ensemble des groupes de la majorité. À cet égard, je tiens à saluer la disponibilité du gouvernement et sa volonté de bâtir, avec notre rapporteur, un texte d'équilibre et de compromis. L'année dernière, les ministres des Finances et du Budget s'étaient montrés ouverts à l'introduction de nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, mais avaient exprimé une réticence à l'idée de modifier la loi organique relative aux lois de finances, plus connue dans le jargon parlementaire sous l'appellation de LOLF, véritable socle de notre action législative en matière budgétaire et donc souvent économique. Sur cette base, le gouvernement et notre collègue Eva Sas ont engagé un dialogue. Ils ont travaillé de concert pour aboutir sur un texte négocié permettant tout à la fois d'élargir notre champ d'analyse des politiques publiques et de maintenir les équilibres de notre fonctionnement législatif. Nous gagnerions d'ailleurs, je vous le dis, Monsieur le Ministre, nous gagnerions sans doute tous à ce que cette méthode soit plus systématique
sur l'ensemble de nos textes et de nos pratiques parlementaires, de nos relations entre la majorité parlementaire et le gouvernement. Le groupe écologiste soutiendra bien évidemment cette proposition de loi et l'excellent travail de la rapporteure qui a fait preuve de persévérance et de ténacité puisque il y a un an, le texte avait été retiré et elle avait accepté de le retirer pour que ce travail soit engagé. À l'époque, votre prédécesseur, Monsieur le ministre, avait évoqué une inscription à l'ordre du jour sur le temps du gouvernement. Il n'en a rien été, mais vous avez vu que nous n'avons pas laissé filer cette réflexion, nous n'avons pas laissé tomber cette idée et nous sommes heureux si ce soir nous pouvons adopter cette proposition de loi en première lecture. Merci de votre attention.